B17, mesdames et messieurs, merci et surtout bienvenue dans ces nouveaux magazines que nous avons l'honneur de recevoir le professeur Bruno Tchibango. Il est professeur à l'Institut des statistiques de Lubumbashi, docteur en philosophie. Il est diplômé au Collège des hautes études et des hautes études de stratégie et de France, TIESD. Il était DGA et DGAI honoraire de l'ANAPI. Il est président fédéral de l'IDPS Tshisekedi à Lubumbashi, cadre de l'IDPS depuis longtemps. Alors, il nous fait l'honneur d'être avec nous. Prof, bienvenue. Bonjour, monsieur. Alors avec vous, prof, nous allons aborder quelques questions d'actualité et surtout plus sur l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir. Quelle était la vision? Est-ce que aujourd'hui, êtes-vous en tant que cadre de l'IDPS content de la situation actuelle du pays? Alors, d'avant de commencer, comment va l'IDPS? L'UDPS, mon parti se porte à merveille. Merveille. Il y a eu des petits remous à gauche, à droite, mais au moment où nous parlons, ça a été aplani. Le secrétaire général et président du parti, M. Augustin Kabouya, est là. Il assume bien ses fonctions. Et il y a un congrès qui se prépare sur recommandation du président de la République, qui est notre autorité de référence. Alors, je pense que d'ici au 14 décembre, ce congrès aura bel et bien lieu. Donc, en gros, l'UDPS se porte à merveille. Au moment où nous parlons avec vous... Rassurez les Congolais que oui, les fils de Tshisekedi se sont mis d'accord pour redorer l'image. Exactement, parce que ce n'était pas aussi bon de constater que nous étions plus ou moins divisés, dans le mesure où il y a eu ce que j'appelle les brebis galeuses, qui étaient déjà partis, qui redoutaient, n'est-ce pas, l'autorité du secrétaire général, M. Augustin Kabouya, mais qui, après l'intervention de l'autorité de référence, qui est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, se sont ressaisis pour revenir, et cette fois-là, avec l'intention d'organiser un très bon congrès d'où sortira de nouveaux textes qui vont régir le parti. Alors, pas pour faire partir l'un ou l'autre, mais tout le monde sera là et tout le monde sera autour d'une table pour construire l'UDPS et soutenir le pouvoir en place, parce que c'est notre pouvoir, c'est le pouvoir de l'UDPS. Il faudrait, n'est-ce pas, qu'il soit soutenu par l'UDPS à travers, n'est-ce pas, ses autorités. Non, quand je parle des autorités, ce sont tous les organes de l'UDPS soudés et derrière le président de la République. Voilà. Merci, on garde Augustin Kabouya. Alors, oui. Prof, vous accédez de manière ramassée, parce que nous voulons faire comprendre à ceux qui nous suivent que vous êtes doyen. Vous êtes doyen à l'IDPS, vous n'êtes pas arrivé hier. Alors, vous arrivez quand à l'IDPS, pour une petite histoire, dans une minute, de manière ramassée? Bon, il faut dire que je suis à l'UDPS depuis 1988. Juste quand ça a mijoté encore avec les 13 parlementaires, notamment le président Tshisekedi, Joseph Ngalula, Kibasa Maliba et j'en passe. C'est-à-dire il y en a 13. Et même quand ils étaient déjà en prison, ils ont recruté aussi des gens et ce sont ces gens-là qui ont fait que les fondateurs de l'UDPS arrivent à atteindre le nombre de 18. Mais selon nos statuts, quand un fondateur meurt, son épouse la remplace. Okay. Donc, il faut dire que, tel que vous la voyez là-bas, Maman Marthe Tshisekedi est fondatrice de l'UDPS et elle joue toutes les fonctions, tous les rôles qu'il lui faut pour que le parti soit intact, pour que le parti vraiment ne puisse pas
s'est déchiré comme on avait tendance à les constater. Donc nous ne voudrions plus de ça. Et Voilà. c'était quoi la lutte à cette époque, prof? Est-ce que la lutte a changé aujourd'hui par rapport au régime et circonstances? Non. Parce qu'on a l'impression qu'il devait est fatigué, il a lâché prise. Non, l'UDPS n'est pas fatigué. L'UDPS est au pouvoir. Vous voulez qu'il combatte encore qui? Ok. À l'époque, nous étions dans l'opposition. Et notre opposition, c'était contre la dictature successive, des dictatures successives, disons, des dictatures qui se sont succédées depuis Mobutu jusqu'au petit Joseph Kabila. Oui. Alors nous n'avons pas voulu de cette dictature-là. Et Dieu aidant, et grâce à notre lutte, nous avons quand même conquis le pouvoir. Nous n'avons pas eu le pouvoir, nous l'avons conquis des hautes luttes. Et celui qui est là aujourd'hui, c'est le président de la République, c'est notre produit, c'est notre fils. Donc le fils de l'UDPS qui est président de la République. Nous ne pouvons pas faire autrement que de les soutenir. Et j'invite d'ailleurs tout le monde, tous les Congolais, compte tenu de ce qu'il est en train de faire, parce qu'il est dans l'idéologie de notre parti depuis sa création. Il est dans cette idéologie-là, il est dans cet idéal-là. Quel est cet idéal? Alors je voulais justement que je tombe dans ce que vous m'avez annoncé, c'est-à-dire la vision du chef de l'État actuellement. Alors je vais vous dire que le chef de l'État a une vision qui est celle de faire de la République démocratique du Congo un État fort, uni, libre, démocratique, un véritable État de droit et solidaire. C'est ce qu'il voudrait faire de notre pays. Parce que depuis que nous avons commencé, vous allez constater que cette vision n'a pas été accomplie. Alors maintenant, avec lui, il n'a pas seulement annoncé la vision, mais il est en train de donner, il a donné même aussi des axes prioritaires pour que cette vision soit tout simplement réalisée, matérialisée. Alors, parmi ces axes-là, je vous cite, le premier axe, c'est la transformation de l'homme. L'homme congolais, tel qu'il l'a trouvé, n'a pas de bonne mentalité. Ce n'est pas un homme tout à fait moral. C'est un homme perverti. Depuis Mobutu, vous rappellerez qu'avec Mobutu, vous étiez peut-être encore jeune, mais quand il tenait ses discours, il disait très bien, en ce qui concerne le détournement, mes chers amis zaïrois, Baye Baka Boyete, Baye Baka Namayele, moke. Donc en disant cela, c'est qu'il a encouragé les détournements, il a encouragé les antivaleurs cette fois-là. Et nous, au centre de toute notre lutte, c'était la lutte contre les antivaleurs. Mais la réalité sur terrain, c'est tout à fait autre, prof. Oui, on va y arriver. Si vous voulez qu'on y arrive, on y arrivera. Parce que quand il y a un problème de tête, un problème de mentalité, il faut un temps pour pouvoir rééduquer cela. Le changement de mentalité, c'est vraiment un processus. Ça ne peut pas se passer en un seul coup, ou bien par un coup de baguette magique, jamais du tout. Il est venu, il a trouvé cette situation-là, combattue par Feu Etienne Tshisekedi Wambulumba, et maintenant, lui-même est venu continuer cette lutte tout en étant maintenant au pouvoir. C'est ce qu'il est en train de faire. Alors, pour lui, vous savez, l'homme est composé, parce que j'entre un peu en détail là-dessus, vous savez, l'homme est composé du corps qui est physique, composé de l'âme, qui est un principe de vie, et aussi de l'esprit. Mais maintenant, si vous constatez bien, sur le plan mental, c'est-à-dire il y a l'âme et il y a l'esprit, vous allez constater que nous avons eu des problèmes. Alors les problèmes que nous avons, c'est que signifie qu'on ne voyait plus les choses telles que les hommes normaux pouvaient les voir. Non, nous voyons les choses à l'envers. Les valeurs
nous les considérions comme des fausses valeurs, mais pour nous, les valeurs étaient ce que nous appelions les antivaleurs à cette époque-là. Alors, mais ça nous poursuit. Il faut dire que ça nous poursuit. Et lui-même, maintenant, le président, est en train de faire un effort pour qu'il y ait ces changements-là. Et maintenant, pour qu'il y ait ces changements, quels sont les efforts qu'il est en train de mener? Il a créé ce que l'on appelle aujourd'hui cellule d'innovation et de changement de mentalité à la présidence. C'est une cellule à la présidence. C'est créé pour les changements, pour changer la mentalité des gens et montrer aux Congolais qu'il faut cesser d'être ce que vous faites, soyez ce que nous voulons que vous soyez aujourd'hui, c'est-à-dire des hommes valeureux, des Congolais valeureux. C'est ce que l'idée est en train de faire. Il a même créé ce qu'on appelait les APLC, non? Oui. APLC, vous connaissez ce que ça veut dire? Et de quoi l'Alliance de prévention de lutte contre la corruption. Vous voyez? Alors déjà, il est en train de lutter contre la corruption. Mais je ne vous dis pas qu'en luttant contre la corruption, il a radié la corruption sur les territoires congolais. Non, il y a des gens qui ne peuvent pas abandonner ça aujourd'hui parce qu'il est né dans la corruption et il a travaillé dans la corruption, s'est enrichi dans la corruption et quand vous lui passez un poste aujourd'hui, vous allez constater qu'il ne saura pas se passer de $1000 à côté, se passer de $100,000 à côté. Non, c'est impossible pour lui. Il prend, il avale, il met dans ses poches, il va donner à qui de droit, pour lui. Voilà, vous voyez. Alors, je voudrais arriver à citer, puisque pour ne pas entrer en détail, je cite la bonne gouvernance. On va aller étape par étape. Oui, d'accord. Une autre question, c'est est-ce que vous étiez préparé à prendre le pouvoir? Avec tout ce que nous voyons comme difficultés, problèmes, est-ce que l'IDPS était-elle vraiment... Mais nous avons lutté pendant plus d'une trentaine d'années. Et nous luttions pour exercer les pouvoirs. Comment nous ne devrions pas y être préparés? Être préparé, il n'y a pas une école pour ça. Est-ce qu'il y a une école quelque part pour préparer les gens qui doivent diriger? Ça n'existe pas. Peut-être quelque part là-bas, on parle d'une école nationale, donc en France, là-bas, école nationale d'administration, tout ça. Bon, d'accord, mais quand il va prendre les pouvoirs, il y a des réalités de ce pouvoir-là. Aujourd'hui, nous avons pris le pouvoir. Nous sommes avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui me dira qu'il n'a pas été préparé pour exercer le pouvoir. Moi, je crois qu'il exerce mieux que quiconque. Alors, mieux que celui qui est sorti, je ne sais pas, d'une grande université quelque part, parce que, ça, je vous l'ai dit, il y a un grand savant qui a dit ceci, qu'il n'y a pas une école où on apprend à diriger. Il n'y en a pas. Alors lui aussi, et là, c'est un modèle, effectivement, vous allez le constater qu'il n'a pas dirigé quelque part, mais il est à la tête d'un si grand pays, mais il dirige très bien. Pour moi, il n'y a pas de problème du tout. Il faut savoir que je suis du pouvoir. Ok. On prend d'abord les secteurs, on prend d'abord sur le plan politique. Oui. Avec tout ce qu'il y a eu comme alliance avec FCC-CAJ jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur le plan politique? Nous allons prendre sur le plan économique, sécuritaire, ainsi de suite. D'abord sur le plan politique. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi a marqué comme point? Sur le plan politique, il a d'abord montré qu'il a la volonté politique de changer les choses en République démocratique du Congo. Cette volonté politique, que j'appelle cette volonté de puissance, et même la puissance de la volonté, vous allez constater que ça va se manifester dans la diplomatie. Il a mené une diplomatie fantastique, une diplomatie pragmatique, une diplomatie de diplomatie. C'est grâce à cette diplomatie qu'aujourd'hui la guerre de l'Est stagne. Ça stagne, et il n'a pas pris les armes, et nous avons, vous connaissez très bien, et ce n'est pas vraiment à cacher, nous avons eu une armée fortement infiltrée volontairement par les Rwandais, par les biais maintenant de son gouverneur qui était ici, Joseph Kabila. Parce que pour
Kagame, la République démocratique du Congo n'était pas une nation à part entière. C'était juste une de ces provinces où il avait tout déjà planifié et il avait tous ces gens qu'il fallait et placer à des postes importants pour pouvoir le ravitailler. Et il venait prendre de l'argent, et vous le savez très bien, et des 65 millions, on l'a dit, et qu'on rapatriait à chaque instant, en fait, au Rwanda. Tout ça, je crois que vous le connaissez. Alors, je vous ai parlé de la diplomatie, je vous ai parlé de la volonté politique, je voudrais aussi vous parler de ce qui se passe à l'Est et comment il s'y est impliqué grâce à la diplomatie et non pas grâce aux armes, à la diplomatie tout court. Et quand il commençait déjà son travail, vous avez vu qu'au lendemain, il a commencé déjà les périples héros américains. Et c'est pourquoi c'était juste, non, pas, oui, je peux dire même pour faire asseoir le pouvoir, et aussi pour permettre à notre pays d'accéder maintenant au concert des nations. Parce qu'à un certain moment donné, notre pays était complètement isolé. Vous allez à l'extérieur, dans des forums, et vous allez trouver une chaise, on a écrit là-bas la RD Congo, mais quand vous regardez, celui qui est là a une autre morphologie qu'un véritable Congolais. Et quand on posait la question, c'est quelqu'un qui venait, n'est-ce pas, du Rwanda. Alors tout cela, moi j'ai eu des preuves, et des gens qui sont venus pendant que j'étais à la NAPI, qui se sont plaints pour dire, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'est-ce qui se passe au juste? Là-bas, le problème est posé à la République démocratique du Congo, mais vous voyez un Rwandais se mettre debout, commencer à parler de la République démocratique du Congo à sa manière. Donc, comme si c'était lui le porte-parole, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo. Et vous devez maintenant comprendre quel type de défense il va faire, quel type d'intérêt il va défendre. Quelqu'un comme un Rwandais, je veux dire, qui doit parler de la République démocratique du Congo. Ce sont les intérêts du Rwandais qui devaient, n'est-ce pas, défendre. Et là, ça nous posait des problèmes. Dans tous les forums, dans la plupart, je veux dire, dans la plupart des forums internationaux, notre pays était absent. Mais quand le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé, la première chose, c'était faire le retour de notre pays dans les concerts de nations. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a des preuves que nous y sommes déjà parce que lui-même, le chef de l'État de la République démocratique du Congo, est premier vice-président, disons le vice-président de l'Assemblée, vous l'avez connu, de l'Assemblée, de l'Assemblée, comment je veux dire, des Nations Unies. Des Nations Unies, vous le savez très bien. C'est pour dire qu'aujourd'hui, la voix de l'UDPS est portée par le fils de ce pays. Le fils qui est, en fait, dont les parents restent congolais, je vais dire père congolais, mère congolaise. Et c'est déjà quelque chose sur le plan tout à fait politique. Alors, je peux y aller un peu plus loin pour vous dire que des difficultés, parce qu'à chaque fois que ça ne marche pas, on pointe toujours les doigts les autres. Hier, c'est Kabila qui bloque. Aujourd'hui, qui bloque quoi? Dites-moi, oui, si ça. Kabila bloqué quoi, par exemple? Si c'est Kabila, il va. Mais là, moi, je vais seulement vous dire une chose. Si vous me parlez de Kabila, je suis simplement inquiet. Inquiet pourquoi? Parce que, oui, je vous dis que si ce pays est arrivé au stade où il est aujourd'hui et le président de la République a des difficultés intenses pour le redresser, c'est à cause, entre autres, de Kabila. Kabila est venu après Mobutu. Mobutu, il y a le Joseph, en fait, qu'est-ce que je veux dire, Laurent LDK qui est arrivé. Quand il est arrivé, lui a fait très peu de temps, plus ou moins 4 ans. Il est parti, je ne peux pas parler de lui, mais celui qui a pris 20 ans. Il n'a pas fait 18 ans, il a pris 20 ans. Parce qu'il a fait 2 ans de manière illégale, parce qu'il tenait coûte que coûte à aller au-delà de la Constitution. Et vous le savez très bien, mais aujourd'hui, j'apprends qu'il a créé quelque chose là-bas. Et oui, sauvons, je ne sais pas quoi. Mais lui ne pouvait pas aller loin que être à côté
du pasteur Coutinho. Hein. Il n'est pas allé très loin, mais il ne savait pas pourquoi Coutinho avait créé les Sauvons, le Congo, et lui-même a fait de Coutinho son prisonnier privé, mais il croyait, je comprends maintenant qu'il était d'accord avec ce que faisait Coutinho, parce qu'aujourd'hui, il est aussi à l'extérieur, il est en train de faire la même chose. Qu'est-ce que je veux dire? C'est un assassin bien connu. Kabila, c'est un assassin bien connu. C'est un mauvais gestionnaire. Ouais, aujourd'hui, vous savez qu'il est le deuxième milliardaire africain après un milliardaire nigérien. Je crois que vous le savez très bien. Mais il a eu tout cet argent d'où? Parce qu'il est venu... C'est un ancien président. Mais oui, un ancien président, avec ce qu'il touchait là, il pouvait avoir 30 milliards, plus ou moins 30 milliards. Vous comprenez, 30 milliards, ça ne vaut même pas notre pays. Et si nous avons 30 milliards confiés au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, 30 milliards, notre pays ici atteindrait facilement, comme il avait déjà lancé sa vision, atteindrait finalement les niveaux d'Allemagne. Ça, il l'a dit. Et c'est vrai. Maintenant, il a volé cet argent-là. Il est venu ici en botte. Nous l'avons tous vu. Maigrelé, il n'avait rien à manger, tout ça. Mais aujourd'hui, il va devenir milliardaire. Mais tous ceux qui ont dirigé ce pays, personne n'est millionnaire, sauf lui. Alors vous comprendrez qu'il ne faut même pas parler de lui ici. C'est un incrédule. Hein? C'est quelqu'un qui ne vaut pas la peine pour notre pays. Heureusement qu'il a été condamné à mort. Il est condamné à mort et je suis d'accord qu'un jour, on mettra la main sur lui et il priera la peau cassée. La lutte d'ailleurs de l'UDPS, les peuples d'abord. Que devient le slogan sous les régimes de Félix Tshisekedi? Je vous informe que le slogan va bien. Très bien. Oui, oui. Ah, je vais vous dire comment. Tous les problèmes qu'il y a, c'est que les Congolais ne comprennent même plus maintenant d'où ils viennent. Alors, les Congolais viennent d'où? C'est malheureux. 30 ans, 32 ans d'une dictature féroce, de la tyrannie d'ailleurs, de Mobutu, et tout ce qu'il y avait comme tissu économique complètement détruit. Complètement détruit. Alors maintenant, le travail de Mobutu a été maintenant, si vous voulez, continuer avec Laurent Désiré, pas Laurent Désiré Kabila, mais je prends Joseph Kabila pendant 20 ans. Il a fait le même travail et s'est enrichi lui-même au détriment du peuple congolais. Alors, le tissu économique est complètement détruit. Alors, qu'est-ce que lui, maintenant, le président de la République, devait faire? Lui, le président de la République actuelle, Félix-Antoine Tshisekedi, qu'est-ce qu'il devrait faire? Et nous, même qui les soutenons, nous-mêmes du pouvoir, qu'est-ce que nous devrions faire? C'est une question qui nous incombe à nous tous. Alors, je vais vous dire qu'il fallait commencer par les commencements, parce qu'il fallait reconstruire. C'est pour cette raison-là qu'il a donné ces axes-là. Parmi les axes, il y a la bonne gouvernance. Il souhaite qu'il y ait la bonne gouvernance. Pour qu'il y ait cette bonne gouvernance, il faudrait nécessairement qu'il y ait, n'est-ce pas, un homme transformé, un nouvel homme, je veux dire, un nouvel homme congolais, qu'il soit là et qu'il fasse la bonne gouvernance et qu'on parvienne, n'est-ce pas, à diversifier l'économie. Notre économie doit être diversifiée, vous savez le pourquoi. Vous imaginez un peu, nous avons commencé à travailler dans ce pays avec les mines. Alors, et l'argent des mines a enrichi tous ces gens que vous voyez ici, qui ont été au pouvoir pendant tout ce temps-là. Ils ont été enrichis par les mines. Mais aujourd'hui, nous avons des difficultés avec les miniers. La guerre, par exemple, de l'Est que vous voyez là, c'est une guerre économique. Pourquoi? Parce qu'il y a notre petit voisin qui voudrait mettre la main sur l'exploitation minière, ce que nous appelons nos richesses minières. Et même les ressources naturelles de manière générale. Vous voyez, c'est ce qu'il est en train de faire. Mais maintenant, nous, qu'est-ce que nous faisons en ce moment-là? Nous devons, il a déclenché d'ailleurs ce qu'il a appelé la revanche du sol. Non, la revanche du sol sur le sous-sol. C'est une façon de montrer qu'on ne peut pas seulement vivre des mines. Il y a aussi moyen de vivre de l'agriculture
de la pêche et de l'élevage dans ce pays et on vivrait d'ailleurs très bien que lorsque on était en train de vivre de mines, tout ça. Alors, c'est comme pour vous dire que en dehors de cela, moi, je viens de l'ANAPI, effectivement. Mon travail, c'était juste aussi vendre l'image positive de la République démocratique du Congo, parler, n'est-ce pas, du climat des affaires, effectivement, oui, oui. Hein, et aussi parler des investissements dans notre pays, et surtout en ce qui concerne les matières premières, comme on le disait, mais de manière générale, même l'agriculture était concernée. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Nous, qu'est-ce que nous devrions faire? Nous devons maintenant travailler. Parce que nous avons déjà, je suppose que nous avons déjà cet homme nouveau de la République démocratique du Congo. Alors, ce qui fait que la croissance actuellement est en train d'évoluer. Nous avons trouvé, pendant que nous avons pris les pouvoirs avec notre chef, nous avons trouvé que nous étions à 2%. Mais aujourd'hui, nous devons déjà être à 7, sinon 6,8%. Donc 9%, 7%, c'est déjà quelque chose. Donc la croissance économique est en train d'évoluer. Mais attention, la croissance économique ou la croissance tout court n'évolue pas avec l'assiette du peuple congolais. C'est ça peut-être que vous voulez vous inquiéter. Mais cette assiette maintenant évolue avec ce que nous venons de connaître aujourd'hui, l'appréciation de la monnaie congolaise. Le franc congolais est en train de s'apprécier par rapport au dollar, par rapport même à d'autres devises étrangères. C'est déjà quelque chose pour nous. Alors maintenant, comme nous y allons maintenant, parce qu'il faut aussi se dire une chose. Hein. Vous ne pouvez pas ici vous dire que ne fût-ce qu'avec un seul secteur, comme on avait d'abord les mines, et vous allez développer les pays. Non. Nous faisons l'ensemble, n'est-ce pas? La diversité. La diversité, c'est-à-dire on touche à l'économie, on touche au social, hein, si vous voulez. On touche aux mines, on touche à l'hydrocarbure, on touche à l'infrastructure, on touche à tout ça dans l'ensemble, hein, ça va constituer ce qu'on appelle le développement durable. Et c'est important, et sur le plan politique, c'est ce que nous avons fait, et c'est ce que nous sommes en train de le faire. Vous allez le comprendre, ce n'est pas aujourd'hui que vous plantez une graine et que ça pousse encore aujourd'hui, que ça pousse aujourd'hui, vous allez guérir quelque chose seulement aujourd'hui. Et moi, à la population qui vous suit, prof, qui avait beaucoup plus d'espoir, surtout dans ces Moi, je vais demander... les peuples les retiennent quoi? Des leaders au pouvoir. Je vais vous dire que nous, aujourd'hui, nous avons compris que le chef de l'État actuel, le chef de l'État que nous avons, Félix-Antoine Tshisekedi, a la volonté politique de mieux faire pour que ces peuples, puissent vivre décemment dans son pays. Ça, c'est déjà quelque chose. Il a cette volonté politique, il a la puissance de la volonté, et c'est ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de l'appréciation du franc congolais, c'est déjà beaucoup, parce que ça ne pouvait pas s'imaginer de cette manière-là, parce qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui des vrais économistes, qui ont des diplômes, des docteurs en ceci, des experts en cela, qui sont en train encore de douter de l'appréciation de franc congolais, estimant que c'est de l'aphrodisiaque, hein, c'est un peu factice. Alors, mais c'est déjà un travail fait au niveau de la banque, avec un économiste aussi qui est là, et que je salue au départ, je les félicite beaucoup pour ça, parce que même nous tous, au docteur associé en cela, nous avons occupé ces postes-là, mais jamais nous n'avons connu ce que nous avons connu déjà 3 mois, quelque chose. Alors le peuple doit faire confiance au président de la République, et il fera mieux pour lui. Quelle lecture faites-vous, prof, par rapport au renforcement de la démocratie sous les régimes de Félix Tshisekedi aujourd'hui, des partis politiques suspendus, l'opposition, la majorité est en exil. Comment vous justifiez cette manière de gérer sous l'IDPS? Je vais vous dire une chose. Nous avons été dans l'opposition. Nous avons fait plus de 30 ans dans l'opposition. Mais est-ce que vous avez déjà entendu le président, notre feu Tshisekedi, opposant radical,
sortir de ce pays pour aller faire l'opposition à l'extérieur. Nous sommes restés avec lui ici à l'intérieur parce qu'il ne se reprochait de rien. On l'arrête, il reste. Et après, on le libère, il continue son travail. Pendant même qu'il était là, nous-mêmes, nous étions en train de travailler. Moi, personnellement, qui suis avec vous, j'ai connu la prison. Si vous le savez, vous avez été à Lubumbashi. J'ai fait plus ou moins 3 mois à la prison de Kassapa. Alors, je le fais pourquoi? Parce que moi-même, j'avais déjà compris qu'il fallait nécessairement mettre fin au régime dictatorial. Et nous l'avons fait. Et nous continuons à le faire. Maintenant, nos amis ici, vous volez. Maintenant, d'abord, vous avez douté que l'état de droit n'existe pas. Alors, on voudrait maintenant vous montrer que l'état de droit existe parce que vous-même, là, qui doutez de l'existence de l'état de droit, vous avez volé, vous avez détourné de l'argent de l'état, les biens du peuple congolais. Vous devez être jugé. On vous juge. Et avec la complicité de quelqu'un d'autre, vous fuyez le pays. Vous fuyez pourquoi? Acceptez aussi de faire la prison. Comme nous acceptions au nom de l'idéal. Mais eux sont en train de fuir au nom tout simplement de leur esprit de détournement, au nom de leur mentalité qui ne change pas et ils ne veulent pas le changer. Alors, vous prenez tous ces gens qui sont partis. Notre ami ici, c'est qui ça? Katumbi. Pourquoi il a fui? Pourquoi il a fui? Alors, quand quelqu'un se sent lui-même... mais s'ils se sont sentis eux-mêmes condamnés, ils se sentent eux-mêmes d'avance condamnés et ils fuient, ce n'est pas notre problème de la démocratie. Ils sont libres de quitter le pays et d'aller faire ce qu'ils veulent faire ailleurs. Mais maintenant, celui qui est librement, qui est vraiment libre, comme nous là, nous sommes démocrates et nous laissons à chacun de faire sa publicité comme il veut, d'insulter les chefs de l'État. On l'insulte combien de fois? Pourquoi il n'agit pas? Mais c'est aussi le signe de la liberté, en fait, de l'exercice de la liberté qui fonde, n'est-ce pas, la démocratie. C'est ça, mais ça existe. Mais maintenant, dites-moi, ces gens-là, à l'époque, est-ce qu'ils acceptaient qu'ils soient injuriés et que celui qui l'injurie reste sur place, qu'ils injurient reste sur place? Non. D'avoir une touche. Non, leur problème est celui-ci. Ils ne croyaient pas que le président Tshisekedi devait diriger le pays de main de maître, réussir là où ils ont échoué. Mon cher ami, circulez ici dans la ville de Kinshasa, parce qu'ailleurs vous n'irez pas dans la ville de Kinshasa, vous allez constater que c'est un vaste chantier. Alors, sur le plan des infrastructures, le président de la République est en train de mieux faire. Et je voudrais même, maintenant sur le plan de l'éducation, la gratuité de l'enseignement, qui bénéficiait gratuitement à Ambongo et Chole. Ça leur bénéficiait parce qu'ils avaient de l'argent, ils volaient de l'argent des parents. Maintenant, quand le président de la République vient, il applique une disposition constitutionnelle et alors cette disposition leur arrache les quelques miels qu'ils avaient. Alors maintenant, ils commencent à l'attaquer, ils deviennent cette fois-là des opposants en soutane, comme son Excellence Mbemba le dit. Alors, et puis maintenant, ils les réduisent, leur église, en une secte, si vous voulez. Alors, donc, c'est tout malheureux. Hein? Les chefs de l'État avaient promis de restaurer l'autorité de l'État. Est-ce aujourd'hui un objectif atteint? Mais il veut bien restaurer. Il est en train de chercher à restaurer l'autorité de l'État. Mais vous ne voyez pas que les gens sont en train de fuir d'eux-mêmes. Parce que lui, il a l'air d'être de ne rien voir, hein? Mais il voit très bien. Et quand il veut sanctionner, c'est très sérieux. Le premier qu'il a sanctionné entre nous, c'est Kabila, hein? Parce qu'il est condamné à mort pour des faits qui sont avérés. C'est un rebelle. Mais maintenant, les autres, les Matata, sont partis. Vous savez pourquoi? Ils ont détourné de l'argent. Si vous pouvez me compter d'autres, ils l'ont insulté, ils ont fui comme les Frank Diongo et autres. Alors, et Frank Diongo, qui l'avait poursuivi? Personne. Et maintenant, l'autorité de l'État s'établit
alors d'elle-même, si vous voulez, à partir simplement de sa fermeté, et vous constatez que l'autorité de l'État est en train, n'est-ce pas, de s'implanter, de se faire naître, de se restaurer sans problème. Donc, je vais vous garantir que ça va aller. Parce qu'on parlait de l'autorité de l'État, quelle est votre lecture par rapport à l'insécurité que la République est en train de traverser? Moi, je vais vous dire que il y a le problème de l'insécurité urbaine et il y a le problème de la guerre à l'Est. Le problème de la guerre à l'Est, ça vous le savez très bien, peut-être plus que moi. Et nous sommes battus très sérieusement pour que ces gens-là ne puissent pas accéder à Kinshasa. D'abord accéder à Bukavu et autres. Mais comme nous avions une armée fortement infiltrée par les Rwandais, et tout ce qu'on mettait en chose, comment je peux vous dire ça, tout ce que l'on faisait était rapporté de l'autre côté, et ils se sont maintenant réunis et ils ont réussi à prendre Bukavu et autres. Mais en dehors de Bukavu et Goma, ils ne peuvent plus bouger. Okay. Ils ne peuvent plus bouger. Nous avons déjà mis toute une ligne rouge qu'ils ne peuvent pas affranchir. Mais maintenant, en ce qui concerne la sécurité urbaine, ça arrive, c'est une œuvre déjà mal intentionnée. Et au moment où nous parlons, les ministères de l'Intérieur est en train de s'y atteler, et ces gens-là, quand ils agissent, on les arrête. Vous avez vu les bragages à l'Eurobank. Ces gens-là ont été maîtrisés, et partout d'ailleurs, on finit toujours par les maîtriser, et petit à petit, je crois que nous vivrons une accalmie tout à fait pérenne. Ça, nous le savons. Les démarches liées aux négociations pour les retours de la paix dans l'Est de la RDC, les blocages de part et d'autre, Doha ne marche plus, Washington, quelle issue, prof, selon vous, en tant que cadre de l'IDPS, que vous pouvez rassurer à ceux qui nous suivent aujourd'hui? Moi, je vais vous dire une chose. À Doha, il avait fallu qu'on signe des documents d'accord avec nos amis de l'AFC et autres. Mais à un certain moment donné, nous avons compris que ça ne servait absolument à rien de prendre des gens qui travaillent contre leur propre patrie, signer avec eux pour venir ici, commencer à nous partager des postes à gauche, à droite. Et ça, notre chef de l'État, lui, a compris qu'il ne fallait pas qu'on aille signer ce genre de choses avec, et pour que nous puissions nous compromettre même le patriotisme ou la patrie. Ça ne pouvait plus maintenant se passer de cette manière-là. Et de la même manière, il a compris aussi que, si vous voulez, l'accord entre le Rwanda et nous-mêmes ne pouvait plus aussi être fait dans la mesure où, comment vous appelez ça, la résolution 2773 n'a pas été encore respectée. Il avait fallu, et il faudrait bien que les troupes étrangères, les troupes rwandaises quittent la République démocratique du Congo avant que cette signature ne s'efface. Est-ce qu'il n'a pas raison de le faire? Vous êtes là, vous êtes avec moi. Entendons-nous comment la résolution 2773 est prise, et aujourd'hui, on nous demande d'aller signer avant que les troupes étrangères ne quittent la République démocratique du Congo. Vous donnez raison à ceux qui pensent que c'est Kinshasa qui a des problèmes dans ces... Mais Kinshasa a des problèmes. Non, Kinshasa est raisonnable. Kinshasa réfléchit. Kinshasa a un chef clairvoyant, un chef qui voit très loin, qui est illuminé. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas, parce que c'est tout à fait clair, nous ne sommes pas quand même des moutons. Venez signer ici, on signe, signer ici, mais ici on dit que nous voudrions voir clair dans le texte que nous signons, puis nous allons nous compromettre nous-mêmes, et cette fois-là on va commencer à nous brandir les textes. Ce que Dieu ne respecte pas ses écrits, ce qu'il ne fait pas, et lui-même maintenant il a compris, c'est-à-dire non, qu'on commence d'abord par, comment je vais dire, par faire partir des troupes qui sont sur le terrain, qui sont en République démocratique du Congo, avant que je ne signe. Et si jamais ces gens-là ont la volonté de remettre la paix, de faire venir la paix, de créer la paix dans notre pays, cette fois-là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? L'Afrique, je veux dire l'Amérique,
doit s'imposer. Parce que c'est elle qui voudrait faire tout. Ce sont les États-Unis, non? Ils veulent qu'ils aient la perle, n'est-ce pas, de la paix, qui fait la perle de la paix. Alors, ce qu'ils doivent faire, c'est faire partie de ces gens. Nous allons signer, nous allons nous embrasser, et sur place, on va voir ce qui se passe. Ils nous demandent qu'il y ait d'abord un dialogue à l'interne avant d'aller au niveau. Mais le dialogue, mais comment nous allons commencer le dialogue en interne quand les accords principaux ne sont même pas encore signés? C'est anormal. Et maintenant, de quel dialogue s'agit-il? Si vous voyez très bien, mon cher ami, c'est très compliqué. Hein? Nous avons des gens inconscients, des Congolais inconscients, des Congolais apatrides. Ils sont Congolais, mais apatrides, qui ne comprennent pas l'essence de du patriotisme. Comment voulez-vous, mon cher frère, qu'aujourd'hui, que vous soyez pro l'agresseur, vous êtes proche de Kagame, vous êtes gagamiste, je vais dire, vous êtes gagamiste. Tous les qui se disent opposants, ou que moi j'appelle oppositionnistes, tous ces gens-là, ils sont pro-Kabila. Pardon, je veux dire, ils sont pro-Kagame. Maintenant, quand nous allons nous retrouver avec eux, c'est pour créer quoi? Pour les résolutions qu'ils vont prendre pour eux, ça sera toujours en faveur de Kagame. Dites-moi un peu. On voudrait maintenant nous ramener. Non, attention. Il n'y a pas de cohésion. C'est un problème avec. Le président de la République a un problème avec qui? Dites-moi, il a un problème avec qui? Il a un problème avec Kagame et tous ceux qui sont derrière Kagame. Et parmi ceux qui sont derrière Kagame, il y a le fameux Nanga qui est là-bas. Hein, il y a Bissimo, je ne sais pas Bissimo ou quoi. Et ici, il y a l'église catholique. Cette église catholique qui est devenue comme Kitawala là-bas, une secte politico-religieuse. Mais oui, nous a soutenus parce que nous étions tous avec elle en train de combattre la dictature. Aujourd'hui, il combat quoi? Avec un président élu, bien élu, à plus de 70% de points, si vous voulez, avec distinction. Quel est maintenant leur problème? Qu'ils puissent organiser les dialogues et mettre fin au mandat constitutionnel? Est-ce que vous trouvez ça normal avec les gens qui se disent qu'ils sont des lettrés? Effectivement, ils sont des lettrés, ils ont étudié, ils parlent bien leur français, mais je vous dis que dans dedans de ce qu'ils sont, ce sont des gens qui sont foncièrement contre le président de la République et ils ne peuvent pas accepter que le président de la République, ils ont combattu à partir même de l'élection de Kabila à la CENI. S'il vous plaît, je vais y arriver, parce que vous devez comprendre ça. Ces gens ici, donc les gens de cette fameuse église catholique-là, les Ambongo, les Chole, les Muteba, ils ont combattu Kadjima ici, un homme fortement expérimenté à la matière des élections, électoral, si vous voulez bien, mais ils l'ont combattu. Pourquoi? Parce qu'il était kassaïen et ils ont appris qu'il était proche du président de la République. Comme si, dans ce pays, Kabila n'avait pas eu un président qui était son proche ou son soi-disant frère, qui est Mulunda. Mais il n'y avait pas eu de problème. Mais pour lui, il y avait déjà des problèmes. Heureusement qu'ils ont été mis en minorité par les autres communautés religieuses, et c'est ainsi que Kadjima est là. Vous comprenez déjà. Donc leur problème, c'est la personne de Tshisekedi, parce qu'il est Moulouba, alors il ne peut pas diriger ce pays. Comme vous comprenez les gens de cette façon, avec cette façon de comprendre la chose. Et c'est pour même cette raison qu'ils viennent avec leur fameux pacte social sur les biens vivre. Donc c'est tout simplement une illusion qu'ils veulent nous faire monter. C'est un titre que j'appelle naïf, tout simplement. Ils croient que nous sommes naïfs pour que nous puissions accepter que la Sengo dirige, n'est-ce pas, un tel dialogue dit national. Non, le dialogue ne peut être dialogue que si le chef de l'État lui-même le dirige. Dans les cas contraires, il n'y aura pas de dialogue. Et je ne vois même pas personnellement l'importance de ce dialogue-là, dans la mesure où lui-même est élu et son mandat court. Son mandat court. Le préalable pour le dialogue. Le préalable pour le dialogue, que le président lui-même l'accepte, et aussi que son mandat termine. Son mandat qui est constitutionnel doit prendre fin. Si c'est en 2028, ça va.
Hein? Vous voulez glisser aussi? Glisser? Nous n'allons pas glisser. Je vous dis que nous... Vous voulez convoquer les dialogues après le mandat de Félix Tshisekedi? Mais non, je vais vous dire ceci. Même si nous arrivons un peu vers la fin, là, s'il y a moyen, on le fait. Mais attention, si le président de la République a bien travaillé et que le peuple congolais accepte qu'il puisse continuer, vous allez dire non. Parce qu'après tout, le pouvoir vient du peuple. Hein? Alors, si maintenant le peuple lui-même dit non, continuez, vous avez très bien préparé, qu'est-ce que nous allons faire? C'est votre argument pour justifier les glissements, les après. Si vous estimez que nous pouvons glisser, ça peut être l'argument. Hein? Ça peut être l'un des arguments d'ailleurs. Ça peut être l'un des arguments. Parce que avec ce que nous sommes en train de... Je vous ai dit d'abord sur le plan des infrastructures, sur le plan de l'éducation. Voilà. Prof, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que Félix Tshisekedi est beaucoup plus mal entouré? Le président de la République mal entouré, c'est une question qui... Vous avez parlé de la volonté politique d'échanger les choses. Mais pourquoi ça traîne jusqu'à quand? Qui vous a dit que ça traîne? Parce qu'au moment où nous parlons, je vous ai dit que aller sur les chantiers n'est plus que du point de vue infrastructurel. Aller sur les chantiers, vous allez voir que les routes se construisent, les avenues se construisent partout et en béton armé parce que lui-même s'appelle Fachi Béton. Vous comprenez déjà ça. Alors maintenant, qu'est-ce que vous voulez encore? Aller sur le plan éducationnel. La qualité de l'enseignement est là. Les écoles se construisent sans problème. Aller au niveau de la santé. Il y a la couverture santé universelle. Il y a la gratuité de la maternité. Qu'est-ce que vous voulez que l'on dise? On est en train d'aller petit à petit et les gens qui n'ont pas encore compris les comprendront. Souvent, je donne cette image ici. Je me dis ceci. Pourquoi les gens ne comprennent pas encore que Félix Antoine Tshisekedi n'a pas encore travaillé? C'est parce qu'il s'est retrouvé dans un puits creusé depuis 55 ans. D'ailleurs, même depuis 60 ans. Alors, ce puits est tellement profond que je prends souvent 1000 mètres, 1000 km de profondeur. Et lui-même vient. Il voudrait, n'est-ce pas, le rembler. Imaginez-vous. Il va prendre combien de temps? Et s'il a déjà fait 30%, est-ce que vous allez comprendre que le travail est en train d'être fait? Non. Il faudrait qu'il fasse peut-être 60%, de telle sorte que quand vous inclinez, que vous puissiez voir que non, c'est en train de venir. C'est ce qui se passe actuellement. Il est en train de travailler. La vastéité, n'est-ce pas, du pays fait que l'on ne puisse pas s'en apercevoir. Mais chacun, là où il est, sait qu'il y a des travaux qui se font. Par exemple, la construction des bâtiments administratifs, la construction des écoles, la construction des universités. Ça fait déjà plus ou moins 6, alors que les Belges étaient ici, ils nous ont laissé que 3 universités qui étaient déjà délabrées. Et au moment où nous parlons, il est en train de les réfectionner, de les réhabiliter. Entre-temps, il en construit d'autres. Alors, je ne sais pas vous les citer, mais je peux y aller un peu vite pour vous dire qu'il y a Mbushima, il y a Kananga, il y a Bunya, il y a Kikwit, il y a... Ituri également. Il y a Ituri déjà. Bon, vous comprenez déjà que c'est déjà un travail qui est en train d'être bien fait. Alors, cette fois-là, vous allez demander au peuple congolais de l'abandonner pour qu'on puisse prendre un parvenu quelque part qui viendra cette fois-là remettre tout en question et maintenant recreuser, n'est-ce pas, les puits là-bas pour que nous remettre toujours vers le fond. Non, je crois que il faudrait les laisser d'abord travailler. Merci. Même en 2028, là, on va d'abord examiner s'il peut partir, oui ou non. Qui doit examiner? C'est le peuple. Par le biais de qui? Ça peut être nous-mêmes de manière référendaire ou alors les membres de l'Assemblée, nos délégués qui sont au niveau de l'Assemblée peuvent, n'est-ce pas, juger et lui octroyer un autre mandat. À cette fois-là, ne dites pas non, tout ça. Non, mais cette fois-là, nous allons commencer par changer. D'éterniser Félix Tshisekedi au pouvoir. Mais oui, effectivement, si c'est possible, nous pouvons nous éterniser au pouvoir pour aider l'autre pays, notre peuple, notre pays à se développer. C'est important. Sinon, nous ne connaissons pas la valeur de celui qui viendra. Il pourrait venir pour détruire, comme Mobutu était venu pour détruire le travail qui était fortement bien fait par Joseph Kasavubu. Vous le savez, non?
Joseph est l'homme les plus éthiques, si vous voulez, les plus morales que nous avons connu parmi les présidents de la République, c'était Joseph Kasavubu. Mais quand il est venu, il a détruit cette valeur pour nous mettre maintenant, qu'est-ce que je peux dire, nous mettre dans les antivaleurs jusqu'à ce jour. Pas jusqu'à ce jour, hein, parce que nous sommes en train déjà de combattre cela. Et voilà, ce que moi je peux vous dire, nous pouvons facilement changer cette constitution parce que c'est une constitution de belligérants et vous le savez très bien. C'est grâce à cette constitution qu'on est en train maintenant de nous attaquer à l'Est. C'est toujours grâce à cette constitution où quand vous verrez les pro-gagamistes là-bas en train de défendre pour dire non, l'article 217 dont on parle là-bas, c'est comme ça que c'est dit au niveau de l'OUA. De l'UA. Non, nous ne dirons pas ça. Nous sommes là et je vous informe que nous demandons à notre peuple de soutenir les chefs de l'État, de soutenir les pouvoirs en place et ce pouvoir est en train de mieux faire pour que ce peuple vive mieux. Voilà. Merci beaucoup, Prof Bruno. Alors, un message à tous les fils d'Étienne Tshisekedi Mulumba qui sont déjà prêts pour les concrets. Oui, quand vous parlez maintenant des fils, je vois les combattants de l'UDPS. Nous devons être prêts, nous devons soutenir le chef de l'État. C'est notre pouvoir. Et dès que nous allions avec ce pouvoir jusqu'à même à l'arrivée de Jésus-Christ, comme l'autre fois, il y avait quelqu'un qui l'avait dit, mais qui se contredisent aujourd'hui. Qui se contredit aujourd'hui, non? Ces fils-là, apparemment, sont abandonnés par Félix Tshisekedi. Qui vous a dit ça? Nous, attention. Vous nous abandonnez. Qui nous a abandonnés? C'est le Père. Le Père n'abandonne jamais ses fils. Nous savons pourquoi il est en train de travailler. D'abord, ceux qui n'ont pas vu clair, qui ne comprennent pas l'essence de la lutte. Ce sont ces alliés qui se retrouvent. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais nous sommes de l'UDPS. Nous sommes contents de le voir trôner au sommet de l'État pour le bien de tous et non pas pour le bien de nous-mêmes. Nous, quand nous travaillons avec le président national Étienne Tshisekedi Mulumba, vous voyez, c'est l'incarnation de la politique congolaise, hein, ou de l'opposition congolaise à l'époque. Il nous disait ceci: travaillons pour l'avenir, pour la postérité et jamais pour vous-même. Et nous avons ça en nous-mêmes. Cette question, peut-être, j'allais l'oublier. Vous avez fait un tableau très encourageant par rapport aux réalisations, aux attentes de la population. Est-ce que vous êtes écouté par les régimes même? Par le régime. Écouté par le régime qui? Vous parlez de qui? Vous, prof. Non, moi, je vous ai dit que j'étais moi nommé. J'ai travaillé, j'ai exercé comme directeur général adjoint de l'ANAPI, nommé par le chef de l'État. C'est lui qui m'a fait partir de Lubumbashi jusqu'ici à Kinshasa. C'est le président de la République démocratique du Congo et j'ai été géré par le secrétaire général logé à l'hôtel Campo. Et après ça, quand mon DG a été nommé, c'est lui le DG, celui directeur de cabinet actuellement, M. Kinzo a été nommé, j'ai fait l'intérim pendant, je vais dire, 6 mois. Et j'ai travaillé comme il fallait, je me suis donné corps et âme et je prouvais quand même qu'à l'UDPS, il y a des gens qui peuvent travailler. Et nous avons travaillé, j'étais félicité partout, à l'extérieur et à l'intérieur. Personne n'a dit qu'à l'ANAPI, ça n'allait pas. Ça allait très bien. Bon, le sort a été jeté et je l'ai accepté. C'est-à-dire qu'il, pas seulement m'écoutait moi, mais il écoute l'UDPS. Okay. Parce qu'au moment où nous parlons, le secrétaire général, Augustin Kabouya, est en train, n'est-ce pas, de gérer l'UDPS et c'est lui qui fait les rapports au président de la République qui est notre autorité de référence. Vous comprendrez bien que c'est ça le message que moi j'adresse, n'est-ce pas, à la population. Mais à la population, toujours les soutiens. Vous voyez vous-même que le chef de l'État a ce qu'on appelle la volonté politique de mieux faire et je crois que vous vivrez très bien. Et vous avez vu vous-même, je suis en train de vivre avec vous, l'appréciation de francs congolais. Et il y a, n'est-ce pas, sur le plan infrastructure et autres, éducation et autres, vous avez constaté qu'il est en train de faire mieux pour que vous puissiez vivre aussi mieux dans ce pays. Voilà pourquoi vous êtes tenus vraiment
de le soutenir et nous le soutenons, nous tous. Et ça nous fera grand plaisir. D'ici là, le développement durable sera bel et bien réalisé. Merci, Prof. Bruno. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez voulu dire que vous n'avez pas dit, Prof? Nous terminons. Non, je voulais justement insister sur le fait que le dialogue ne peut pas se faire sous le format que la Sengo, que ce parti politique de la... S'il vous plaît, le parti politique Sengo est en train de chercher à l'organiser. Oui, la Sengo, c'est un parti politique dont le président, c'est Ambongo, c'est lui le président national, Chole est secrétaire général, et Mouteba qui est là-bas, il est secrétaire général adjoint, c'est connu, mais il se cache en soutane. Mais tout en se cachant en soutane, ils font de la politique et nous le savons, n'est-ce pas, très bien. Alors, nous, ce dialogue-là, nous ne le tiendrons jamais avec eux. Si nous pouvons le tenir, ça sera après le mandat constitutionnel du chef de l'État. Sinon, pas question. Merci beaucoup, Prof. Bruno. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce magazine. Je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Nous disons merci à la grande équipe qui nous tient compagnie. Merci à Stéphane Mpunga qui nous fait également du bien à chaque fois dans ces magazines. Nous vous disons merci. Je vous retrouve avec la même détermination. Au revoir.